La télé d'ici s'intéresse ce soir à une question épineuse. Nous, on l'a baptisée ici la pomme de discorde, c'est le droit du travail. En d'autres termes, les textes qui régissent les rapports entre les employeurs et les employés. Et autant le reconnaître, bien des fois, cette relation tourne au vinaigre. On en parle ce soir avec deux invités qui répondent gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Évariste Zegbe-Koudou, il est le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Maître Francine Akangui qui nous revisite. Elle avait été consultée une première fois sur une thématique liée donc à la question des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Il s'est agi en ce moment-là de poser une sorte de radioscopie. Ce soir, elle répond favorablement pour parler donc du droit du travail. Elle est membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc avec nos deux invités pour les deux premières parties, on essaiera donc d'élaguer ce sujet de fond en comble. Pour la troisième partie, on sera rejoint par une comédienne, très intéressante, brutale même on peut le dire, la Dame de Fer, c'est Amou Tati, qui nous offrira d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici donc un sketch d'un peu plus de 5 minutes. À retrouver le kiff du jour de l'INSEE et l'actu d'ici. L'actualité, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. Et dans ce qu'elle compte, il y a des sujets plutôt sérieux. On va parler ce soir du droit du travail avec deux invités qui répondent présents. Et je pense aussi gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Évariste Zegbe-Koudou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Chivat. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Vous êtes un syndicaliste. Si. Vous êtes un revendicateur dans l'âme. Toujours. D'accord. Est-ce que le droit du travail, ça rime avec palabre? Non, pas du tout. Le droit du travail ne rime pas avec palabre. Bien entendu, c'est bien codifié. D'accord. C'est pourquoi il n'y a pas palabre. Si on respecte les règles, c'est tout. C'est ça. Très bien. Francine Akangui, merci d'être là. Vous êtes juriste. Vous êtes membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. C'est quoi le droit du travail, pour simplifier les choses? Alors, merci, Cheikh Ivan. Alors, pour simplifier les choses, le droit du travail, c'est l'ensemble des règles en fait, applicables aux relations contractuelles entre un employeur et un employé. D'accord. De manière résumée. Vous n'avez pas dit les règles appliquées, vous avez dit les règles applicables. Il y a une nuance quelque part. Elles ne sont pas toujours appliquées. Voilà. Bien dit. On va justement en parler dans le détail tout au long de cette émission. Ça va, l'INSEE? Très bien. Nous sommes tous très heureux, je crois, de vous retrouver. Oui, plaisir partagé. Notre soleil de minuit, qui d'ailleurs célèbre aujourd'hui 1 an de plus. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a prévu, notre cher l'INSEE, pour cet anniversaire? Réellement? Oui, réellement, oui. D'accord, un restaurant, des sorties entre amis. D'accord. Voilà. Il y aura quoi au menu, on sait déjà ou pas? Non, on ne sait pas encore. Vous avez des envies particulières? Oh non, non. On va voir. D'accord. You will go with the flow. On va se laisser, exactement. D'accord. OK, très bien. Joyeux anniversaire encore une fois, l'INSEE. Alors, Évariste Koudou, qu'est-ce qui pose problème généralement entre employeurs et employés? Alors, merci, Cheikh Ivan. Je crois qu'en tant que syndicaliste, et pour toute l'histoire que j'ai certainement vécue dans le monde du travail, le plus gros problème dans le monde du travail, c'est que parfois, les règles ne sont pas appliquées. Par qui? Généralement, nous, travailleurs, de notre côté, l'employeur, très souvent, n'applique pas les règles parfois. Ça, c'est le point de vue de l'emploi. Nous avons des exemples précis, c'est pourquoi nous disons. D'accord. Quel exemple? Les exemples sont légion. Parce que généralement, Maître l'a dit tout à l'heure, ce sont les relations qui sont entre les travailleurs et l'employeur qui régissent, qui sont codifiées, je veux dire. Et généralement, il y a conflit lorsque les règles ne sont pas respectées. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. La question est plutôt précise. En règle générale, qui est le fautif? Ce qu'on voit, il y a que
on voit des travailleurs qui sont licenciés parfois sans même respecter une procédure. C'est-à-dire quoi? On a des entreprises où un travailleur vient et on le licencie parfois même sans respecter la procédure. Et ce à quoi nous sommes souvent confrontés, par exemple, les premiers éléments, la demande d'explication, la mise à pied et puis le licenciement, généralement, ce n'est pas respecté. D'accord. Donc, on va directement au licenciement. Directement, même les cas sont légion. Et même parfois, quand il y a le licenciement, par exemple, quand on arrive à ce stade, parce qu'il y a le cas d'un licenciement abusif ou bien d'un licenciement qui n'était pas autorisé en réalité, parce que dans les travailleurs, il y a ceux qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas, par exemple. Ceux qui sont responsables, tels que les délégués de personnel, les secrétaires généraux des syndicats, sont protégés par la loi. Et pour les renvoyer ou bien les licencier, il y a une procédure qu'on respecte. C'est cela. Ils ont une sorte de parapluie atomique qui les protège. Voilà. Mais généralement, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, beaucoup d'emplois qui ne le font pas. Ou bien s'ils le font, on se rend bien compte que là où la loi les oblige à parfois réintégrer le travailleur protégé, ils ne le font pas. Et la loi ne dit rien. Il n'y a aucune mesure coercitive et les gens sont envoyés comme ça. Maître, c'est vrai? Il n'y a aucune mesure coercitive? Bon, par rapport à son point, peut-être, mais moi... Enfin, sinon, revenons à ce que vous aviez dit, justement. Voilà. L'ensemble des mesures applicables, mais qui ne sont pas toujours appliquées. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas toujours appliqué? Et qui est fautif? Ça dépend, parce que, je veux dire, l'employeur peut être fautif quand il ne respecte pas la procédure, effectivement, de licenciement, mais l'employé aussi peut être fautif, parce que l'employé a quand même des obligations. C'est pas parce que vous êtes employé quelque part que vous pouvez vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc, vous avez un contrat de travail qui vous indique des tâches à accomplir. Donc, déjà, il faut bien les accomplir. Donc, si vous ne travaillez pas correctement, c'est une faute. Ensuite, vous avez un règlement intérieur qui vous dit, par exemple, qu'il faut être au travail à 8 heures. C'est de 8 heures à 18 heures. Vous arrivez tous les jours à 10 heures. Voilà. Donc, l'employé a aussi des obligations auxquelles il doit se soumettre. Donc, quand il ne les respecte pas, l'employeur peut prendre des décisions... Alors, si on devait établir une sorte de ratio, qui est le plus fautif, généralement, dans les cas qui sont soumis aux juristes, aux syndicalistes que vous êtes? Alors, en tant que syndicaliste, je pense que nous avons toujours la latitude d'apprécier les situations. Oui. Et donc, nous ne disons pas qu'un travailleur doit faire n'importe quoi. En tant que syndicaliste, notre rôle, c'est de les former. Parce que nous devons dire à un travailleur, d'abord, son premier atout, c'est de dire qu'il est exemplaire. C'est-à-dire qu'il vient à l'heure au travail, il respecte les consignes, il est correct. Ça, ce sont les consignes que nous donnons d'abord, en tant que syndicaliste. Mais à l'intérieur, on voit bien qu'effectivement, un travailleur peut être fautif. Ou bien souvent, ils sont fautifs. Quand le cas est avéré, il n'y a pas de problème. Le licenciement, on le constate. Mais dans la plupart des cas, là où on dit que le travailleur est même, il n'est pas privilégié, c'est-à-dire il est complètement condamné, c'est que, regardez un peu dans une situation où l'employeur a raison certainement. Il licencie le travailleur. Lorsqu'il demande le licenciement du travailleur à l'inspection du travail, dans le cas, par exemple, d'un travailleur protégé, le lendemain, on lui donne tout, c'est-à-dire on le licencie tout de suite. Il s'en va, c'est-à-dire on lui donne tout compte, il s'en va. Mais dans le cas où le travailleur protégé, par exemple, n'est pas fautif et que la procédure qui a été engagée par l'employeur n'est pas juste et que l'inspection du travail dit, par exemple, non, votre procédure n'est pas bonne et que le travailleur ne doit pas être licencié, mais vous voyez que l'employeur traîne les pieds. C'est-à-dire là où on lui dit de réintégrer le travailleur, il refuse. Et comme la loi dit que si dans les 8 jours qui suivent, il ne réintègre pas le travailleur, cela est considéré comme un licenciement abusif, mais l'employeur laisse traîner. Et à la fin, il ne le réintègre pas, mais en même temps, il peut lui signifier un licenciement pour faute lourde. D'accord. On a encore des cas ici, je veux dire, les cas sont légion, on a des exemples ici, c'est pourquoi on a fait venir les travailleurs aujourd'hui. OK. Les cas sont là. Les cas sont là, OK. Maître? Oui, en fait, je pense que ce que monsieur veut souligner, c'est le non-respect des procédures de licenciement par les employeurs. Je pense que c'est ce qu'il veut souligner parce que, effectivement, souvent, le licenciement intervient de manière un peu rapide, expéditive, on va dire ça comme ça, alors que la loi est très précise. C'est graduel. Il faut une demande d'explication, ensuite un délai pour répondre à la demande d'explication, et ensuite, on prend une sanction. Si on prend une sanction, on informe l'inspection du travail, il y a une tentative de conciliation, etc. Alors que là... Est-ce qu'il y a des cas pour lesquels on peut tout de suite décider d'être expéditif et donc de procéder à un licenciement?
Non, parce qu'il faut toujours la demande d'explication. Même quand c'est flagrant. Ouais, même en cas de faute oui, lourde. oui, parce que la faute lourde, vous estimez que c'est une faute lourde. D'accord. Mais peut-être que l'employé, pour lui, n'a pas commis de faute du tout même. D'accord. Donc vous devez quand même lui dire, on a constaté tel état de fait, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Et il vous donne son avis. Bon, même si votre avis est déjà fait, mais au moins, vous devez lui donner la latitude de s'expliquer. Pour quel litige, maître, on fait le plus souvent appel à vous? Oh, les litiges sont multiples, mais c'est vrai que souvent c'est des problèmes de licenciement, ça c'est voilà, parce qu'on n'est pas d'accord sur le motif en fait de licenciement. Voilà, parce que l'employeur peut estimer que le licenciement est légitime. Voilà, s'il estime que l'employé a fait une faute lourde ou n'a pas respecté son contrat de travail, etc. Et l'employé, lui, peut dire, mais non, pour moi, ça, c'est pas une faute, je savais pas. Enfin, voilà. Donc, sur les motifs de licenciement, aussi les motifs de rupture, souvent, voilà, on est saisi pour ça. On est aussi saisi dans des cas de salaires impayés. Voilà, des salaires impayés par l'employeur. Un employeur qui ne paye pas ses salariés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils peuvent tout à fait saisir les tribunaux pour obtenir paiement. Des cas de harcèlement, ça commence à venir un petit peu. Des cas de harcèlement, aussi bien harcèlement sexuel qu'harcèlement moral. Ça, c'est encadré par la loi de façon générale ou spécifiquement interdit, par le droit du travail? C'est interdit c'est encadré par la loi. Dans la Constitution, déjà, on retrouve ça, puisque c'est un principe des droits de l'homme. Mais dans le Code du travail, à l'article 5, voilà, qui interdit donc le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. D'accord. Voilà. Donc, si un employé est victime de harcèlement, il peut tout à fait saisir les juridictions pour ce motif. Est-ce que cela correspond peut-être aussi avec l'époque dans laquelle on vit, avec la libération de la parole Certainement, ça fait partie. Bon, aujourd'hui, les droits de l'homme sont mis vraiment en avant, je veux dire, dans tous les domaines. On a vu dans le domaine des droits des femmes, mais c'est aussi valable dans le domaine du droit du travail, puisqu'on a de nombreuses conventions internationales qui, justement, mettent l'accent sur le respect des droits des travailleurs dans le monde entier. Évariste, vous voulez réagir? Oui, je voulais juste réagir pour dire effectivement sur la question du harcèlement. Au terme de l'article 5 du Code du travail, il est clairement dit que le harcèlement peut se prouver par tous les moyens. Ça veut dire quoi? Si un travailleur est harcelé par tout moyen, soit un harcèlement, je dirais, moral ou sexuel, il peut saisir l'inspection du travail d'abord pour que l'inspection mène l'enquête pour savoir si effectivement cela est avéré. Et dans la plupart des cas, ce que nos travailleurs subissent, il y a un véritable harcèlement parfois parce que les enquêtes ont démontré, même avec l'inspection du travail, que la plupart du temps, les travailleurs sont soumis à une telle pression parfois qu'ils sont même parfois obligés de commettre des erreurs parce que celui qui est là, le directeur des ressources humaines, ne tient même pas compte de l'aspect management réel. Certainement qu'ils veulent des résultats, mais beaucoup s'y prennent très mal. Ce ne sont pas des machines. Et ce ne sont pas des machines. Je vous assure qu'il y a des entreprises où il n'y a même pas de repos. Les travailleurs ne se reposent pas. Oui, mais là encore, le travailleur peut justement saisir l'inspection du travail pour dire les heures supplémentaires, c'est une très belle qui ne sont pas payées. C'est une très belle transition. On va justement tout à l'heure évoquer la question du recours. Dans quel cas l'employé peut saisir justement l'inspection du travail ou toute autre juridiction compétente? Non, d'abord, la première relation qu'il y a, c'est que tout travailleur qui se sent lésé dans un cas ou dans un autre, le premier recours, bon, si dans le cas syndical, il y a... le DRH, c'est clair, puisque le DRH il fait travailler sans repos. Il fait sans repos, mais il y a d'abord le syndicat que le travailleur peut saisir d'abord, que voilà ce qu'il subit. Ensuite, le syndicat peut porter donc cette affaire devant l'inspection du travail. En l'absence d'un syndicat? Non, il peut toujours saisir le syndicat, comment on appelle, l'inspection du travail. Oui, c'est son travail. Il peut saisir l'inspection du travail. Maintenant, dans la procédure, ce qu'on constate effectivement, c'est quoi? C'est que ces saisines sont faites, mais dans la pratique des choses, ça ne va pas plus loin parce que l'employeur ne répond pas. L'employeur, parfois, ignore même cela. Même quand il répond, parfois, il reste sur ces lignes. Je vous donne des exemples précis. Dans le cadre, par exemple, des cotisations syndicales et tout ça, qui sont codifiées dans le Code du travail, l'article 57.1, qui codifie ça très clairement pour dire que si un syndicat est créé, il écrit et il notifie cela à l'employeur pour dire le syndicat est créé, je veux que les travailleurs soient prélevés, tous ceux qui sont mes militants.
Il y en a qui ne le font pas. On a eu des débats à l'inspection du travail avec des employeurs qui disent qu'eux, ils ne paieront pas cela parce qu'ils ne reconnaissent pas le syndicat. Et qu'est-ce que l'inspection du travail vous répond? Oui, mais l'inspection du travail, vous savez, le rôle de l'inspection du travail, dans un premier temps, ce ne sont pas des mesures coercitives ou bien punitives. Ce n'est pas possible. C'est d'abord une conciliation, une tentative de conciliation que l'inspection fait à un premier niveau. Par exemple, à la sous-direction, quand la tentative elle n'aboutit pas, on va à un autre degré qui est la direction de l'inspection du travail. Et quand ça ne va pas, on va un peu plus loin. Mais pour dire quoi? Pour des cas qui sont urgents, en réalité, l'inspection lit les textes et les met devant l'employeur. Dans le cas, par exemple, des cotisations syndicales, on lui dira simplement que les textes sont clairs là-dessus. Donc, il faut qu'il s'y mette. Donc, il y a ce qu'on appelle les réclamations, c'est-à-dire ce que la loi donne comme droit aux travailleurs et qui est codifié dans les textes. Quand l'employeur ne le fait pas, l'inspection rappelle cela simplement à l'employeur pour le faire. Est-ce que l'inspection se contente que de rappeler? Est-ce qu'il y a des moyens de coercition, des moyens pour contraindre une entreprise de s'exécuter? Bon, le premier moyen déjà, c'est que quand un employeur reçoit une convocation devant l'inspection du travail, il est tenu de comparaître. S'il ne comparaît pas, le nouveau Code du travail prévoit une amende de 1 million de francs contre l'employeur. S'il ne comparaît pas, c'est-à-dire s'il ne se présente pas à la convocation. Donc vous voyez que c'est déjà quand même un moyen de contrainte. Donc l'employeur est tenu de se présenter. Maintenant, après, l'employeur n'est pas tenu de suivre ce que l'inspection du travail recommande. Ah bon? Ah ben non, puisque après, l'autre étape, c'est d'aller devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'on va devant l'inspection du travail, on essaye une conciliation, et si on ne se concilie pas, on va devant le tribunal du travail. Voilà. Donc... Je ne sais. Pour revenir sur la procédure, tout à l'heure, la procédure de licenciement, quel recours possède l'employé en cas de non-respect justement de la procédure de licenciement? C'est ça, il va d'abord donc à l'inspection du travail, présenter son problème. L'inspection du travail convoque l'employeur qui est tenu de venir. Voilà, ils essayent de faire une tentative de conciliation. Donc soit il y a une conciliation totale, à ce moment-là tout va bien, il y a un PV, c'est définitif. Soit il y a une conciliation partielle, auquel cas on poursuit, et soit il n'y a pas de conciliation du tout, et là on se retrouve devant le tribunal. Alors honnêtement, est-ce qu'un employeur qui va porter plainte auprès de l'inspection du travail ne court pas le risque de représailles de l'employeur plus tard, sous une forme ou une autre? En général, si l'employé est allé à l'inspection du travail, en général les relations contractuelles sont rompues. C'est pas tellement pour... Pas forcément. Si on prend l'exemple d'Evaris, c'est par exemple l'employé qui va dire à l'inspecteur du travail, moi j'ai pas de pause. Ça dépend du cas, effectivement, de la saisie. Alors j'ai besoin de pause et tout. Oui. L'entreprise finalement se plie, ok, pas de problème, tu auras ta pause, il n'y a pas de souci, on va te faire plaisir. Et 8 mois après, l'entreprise, par des subterfuges, arrive justement à se venger, en griffe, de cet employé-là. Il faut prouver. Ah non, mais subtil, justement. Oui, mais Yvan, je pense que c'est à ces cas que nous sommes très souvent confrontés. Et vous savez, dans la balance, l'employé, c'est le maillon faible. C'est un rapport de force. C'est le rapport de force. Et généralement, comme on dit, c'est un rapport de subordination. Comme on le dit, c'est-à-dire l'employeur, c'est lui. C'est fort, ça, quand même. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais c'est le lien de subordination. Voilà comment on qualifie la chose. Ce qui nous autres, nous plaît pas trop. Parce que dans tous les cas, même si l'employeur a son argent, mais l'autre vend sa force. C'est cela. Et on demande simplement à l'employeur de payer à la hauteur de la force qui est dépensée la somme qu'il faut. Ce que les employeurs ne font pas très souvent. Ils payent des salaires dérisoires et parfois, quand on y arrive, c'est un peu difficile. C'est vrai, il y a des employeurs qui respectent les règles. Quand vous allez à l'inspection et qu'ils savent qu'ils ont vraiment tort, ils reconnaissent, ils s'exécutent. Et c'est pourquoi, au niveau du Code du travail, sinon, par exemple, des revendications, on fait une classification qui est simple. La classification dit quoi? Il y a ce qui est des réclamations, c'est-à-dire quoi? Ce que le texte dit, ce que la loi dit et qu'on doit donner aux travailleurs, lorsqu'ils le demandent, c'est une réclamation. Ça veut dire quoi? Par exemple, au niveau des heures supplémentaires, les textes disent clairement que les heures supplémentaires, à partir de 40 heures, ce qui arrive, c'est considéré comme heures supplémentaires. Mais dès l'instant où l'employeur fait faire à l'employé des heures supplémentaires au-delà de 40 heures, il doit pouvoir payer. Il ne paye pas. L'employé fait une réclamation là-dessus. Il peut saisir l'inspection du travail là-dessus. L'inspection du travail doit faire ce qu'on appelle la conciliation, certes, mais obliger l'employeur à payer parce que la loi le dit.
Donc, sur tous les points qui sont des points de droit, ce sont des réclamations que les travailleurs posent. Oui, mais Légitime. après, les relations sont Tendu. Mais c'est pour tendues ça que, entre c'est pour l'employé ça et que nous, nous l'employeur. recommandons souvent aux employés de ne pas tout de suite saisir l'inspection du travail, mais en interne, de voir s'il y a des délégués du personnel, de poser le problème aux délégués du personnel. S'il n'y a pas de délégués du personnel, aux responsables des ressources humaines, pour qu'il y ait déjà un dialogue qui s'instaure entre l'employé et l'employeur avant de mettre le litige à l'extérieur, notamment devant l'inspection du travail, où là, ça prend une forme contentieuse, en Absolument. fait. Voilà. Oui. On a parlé tout à l'heure de licenciement, mais en cas de démission, je pense qu'il y a aussi une procédure à suivre, c'est-à-dire que l'employé ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que ça se fait? Est-ce que dans les règles, Je pense que ce sont deux procédures différentes. Oui. C'est-à-dire celui qui démissionne, c'est lui qui prend la décision de démission. Oui, mais Mais pas il non doit plus. respecter des règles. Oui, mais Voilà, il il a respecte aussi la des règles. procédure, Est-ce c'est qu'il vrai. les règle? Est-ce qu'il les respecte plutôt? Oui, il respecte celui qui veut partir. Il fait un écrit, il écrit à l'employeur. Mais tout le monde ne respecte pas. Voilà, les c'est règles. ça, Il y monsieur. en a qui du jour au lendemain. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des Non, employés. je veux dire qu'il y a la qui ne procédure qui dit simplement Voilà. il faut écrire à l'employeur pour dire que tu veux démissionner. Oui, tu ne dois vas pas respecter. comme ça. Tu ne vas pas comme ça. Pourtant, il y en a Il y a qui un délai parlent de de préavis, il y a un voilà. préavis à préavis à Ceux respecter. qui ne respectent pas, on fait quoi? Parce que jusque-là, vous avez tapé pour l'instant sur les employeurs. Voilà, j'aimerais Non, bien qu'il réponde. Oui, mais pour la démission, je veux dire, si on ne respecte pas, la loi s'applique, il n'y a pas de problème. Et dans la plupart des cas, Et dans la plupart des contrats, le contrat, là où ça n'a pas été respecté, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand l'employeur est dans une position qui l'arrange, il n'y a pas de souci, il fait. Mais quand il s'agit de respecter ce que le travailleur demande, parfois c'est difficile. Et les cas auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est ça. Dans le droit du travail, c'est vrai, c'est un rapport de force, mais parfois, comme je le dis, il y a des employeurs qui font vraiment le ménage, qui font vraiment ce qu'on appelle le management, qui travaillent parce qu'ils ont des objectifs avec les travailleurs. Ils le font très bien. On les voit, on les connaît aussi, mais pour la plupart, il y a beaucoup qui font vraiment table rase de ce qui est droit du travail et qui font ce qu'ils veulent. Mais monsieur, ce n'était pas la question. La question, c'était qu'est-ce que, En cas de justement, en démission. cas de démission, les employés, enfin, quel recours à l'employeur? Exactement, c'est-à-dire qu'en cas de démission, Maître. l'employé se doit de respecter aussi des règles, Et des s'il ne respecte procédures. pas, Et s'il ne qu'est-ce qui se mais s'il ne passe respecte pas, c'est pareil, l'employeur peut aller à l'inspection du travail. Et on a des cas, moi j'ai eu un cas comme ça où effectivement l'employé n'a pas respecté le préavis, parce que quand vous démissionnez, en principe, vous devez un préavis à votre employeur, vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain, sauf si l'employeur vous dispense de faire le préavis, auquel cas il n'y a pas de problème. Mais si l'employeur dit, OK, j'accepte ta démission, mais tu fais ton préavis de 2 mois ou de 3 mois. Cela. Voilà. Et l'employeur constate qu'au bout d'une semaine, vous n'êtes pas là. Il va à l'inspection du travail pour dire, mais voilà, moi, mon employé est parti, il n'a pas fait son préavis, et vous allez être condamné à payer, à rembourser ce préavis à votre employeur. C'est Une amende. c'est Ah oui. pareil, hein, que En c'est pareil qu'en télé, en fait. Quand vous signez des bons de commande avec des annonceurs et que la pub ne passe pas, vous avez des problèmes. Voilà, donc Allons à c'est la pareil. pub. C'est mieux. Toujours très bien de nous rejoindre dans la Télévisie sur LCI, le rendez-vous du lundi au jeudi, 18h40 et exceptionnellement le vendredi, 18h30, puisque le vendredi, nous sommes aux portes du week-end. Et la configuration change considérablement, profondément même, puisqu'on bascule donc en mode quiz, en mode jeu, enfin en gros en mode divertissement. Pour l'instant, on reste très sérieux sur une question très sérieuse, c'est la question du droit du travail. On va marquer une pause dans nos échanges pour un peu parler de ce qui constitue ici l'actualité majeure. C'est évidemment la disparition annoncée hier du guide de la communauté musulmane Cheikh Aïma Mamadou Traoré, décédé donc au premier jour du mois de Ramadan. Et le programme des obsèques se présente comme suit. Depuis donc ce mercredi, présentation des condoléances à la grande mosquée de la Riviera Golf où officiait l'illustre disparu en tant qu'imam principal. Demain, jeudi, la prière mortuaire est prévue à cette même mosquée après la prière de 13h, suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Et du vendredi 16 au samedi 17 avril de 9h à 14h. Donc ce sera encore une fois la présentation des condoléances toujours à la grande mosquée de la Riviera Golf. La cérémonie de 7e jour à la grande mosquée de la Riviera Golf est prévue
pour le lundi. Je rappelle à toute fin utile que le Cheikh Haïma Mamadou Traoré était âgé de 77 ans. Il était le guide de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Il avait succédé à feu Cheikh Haïma Boakari Fofana le 29 mai dernier, après le décès de ce dernier. C'était un cadre, Cheikh Haïma Mamadou, un cadre de banque à la retraite. Il était marié et père de 5 enfants. Les premières rumeurs à l'annonce donc de sa disparition faisaient état d'une disparition liée donc à la Covid-19. Il n'en est absolument rien. Donc une information démentie hier par le COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Donc la télé d'ici qui rend donc un vibrant hommage à ce guide religieux. Le chef de l'État lui a également rendu un hommage. Il s'est adressé à lui en tant qu'un ami et un frère. Le Premier ministre Patrick Hachi a également abondé dans ce sens-là. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Revenons donc à la question du droit du travail avec Maître Francine Akangui, membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, et Évariste Koudou, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Vous le compris, c'est un syndicaliste et il a passé donc l'essentiel de cette première partie à taper sur les employeurs. On espère que d'ici la fin de cette émission, il tapera sur les employés. Pourquoi pas? Question d'équilibrer les choses. Lindsay? Tout à l'heure, on a parlé de l'ancien code du travail. Quelle est la différence entre l'ancien code du travail et le nouveau, et quelles sont les modifications, quelles sont les évolutions? Alors, l'INSEE, je suis un peu désolée parce que le code du travail date de 2015, donc on ne parle plus tellement de nouveau. Pas d'ancien code, d'accord. Bon, disons que le plus récent. Donc, les dispositions dont on vous parle sont les dispositions applicables dans ce code de 2015, en fait. D'accord. Voilà, donc... Il n'y a pas de... Bon, les petites différences que je peux vous dire, par exemple, la demande d'explication, à l'époque, il fallait la faire 48 heures. Enfin, l'employé avait 48 heures pour répondre. Aujourd'hui, il a 72 heures. Okay. Vous voyez, il y a des prescriptions aussi qui sont devenues obligatoires qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire qu'en cas de licenciement, l'employeur est tenu de délivrer des documents. En plus de payer des droits, il est tenu de délivrer des documents à l'employé, à savoir la lettre de licenciement. Bon, ça, c'était déjà prévu, mais on a ajouté... L'attestation de travail. Le certificat de travail et ce qu'on appelle un relevé nominatif, relevé nominatif des salaires. C'est-à-dire que c'est un relevé donc, qui reprend tous vos salaires et que vous donnez à la CNPS, en fait, donc, pour attester que vous êtes effectivement déclaré à la CNPS et qui va vous permettre de faire valoir après vos droits à la retraite. Voilà. Pour ce que je sais, l'employeur n'a pas le droit de notifier dans la lettre de licenciement le motif du licenciement. Tout à fait. On n'indique pas le C'est pour protéger l'employé? Oui, parce que si on vous licencie pour faute lourde et que, si vous allez chercher du travail après, si vous devez produire cette lettre, c'est un peu délicat. Donc, la lettre de licenciement va indiquer vos noms, prénoms, date d'embauche, votre catégorie professionnelle, voilà. Vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir là-dessus pour dire que le Code du travail de 1995 avait été un peu critiqué parce que les travailleurs le trouvaient très rigide. Et donc, on est allé à des modifications, à un nouveau code en 2015. Les travaux ont pris un certain nombre de temps, effectivement. Mais à l'intérieur de ce code, je crois qu'il y avait, par exemple, le cas des inspecteurs du travail, qui, à l'époque, ne représentaient pas véritablement des boussoles vers lesquelles il fallait aller. Parce que, oui, c'était pas obligatoire. Donc, parfois même, l'inspecteur du travail il se tournait les pouces parfois. Donc, dans ce code, on a vraiment fait en sorte que l'inspecteur soit au centre de tout et qu'il puisse vraiment réguler les relations entre les travailleurs et l'employeur. Et donc, effectivement, c'est pourquoi tout ce qu'on a dit aujourd'hui, quelle que soit la situation, l'employé doit forcément et obligatoirement avoir recours d'abord à l'inspection du travail du ressort, c'est-à-dire qui est de sa zone, avant de faire quoi que ce soit, parce que la procédure l'exige. Est-ce que ce nouveau code de 2015 vous satisfait pleinement? Non. Ce code, ce que je vais vous dire pour l'historique, je voudrais simplement vous dire que le code du travail tel qu'on l'avait voulu, quand même, à un certain moment, il fallait donner aux travailleurs quand même une certaine légitimité. Je veux dire, il faut qu'il ait une certaine force. Mais on a compris après, parce qu'on est allé à ce code du 5 au 9 décembre 2012 à Bassam, où nous avons fait ce nouveau code. Mais après, il s'est trouvé qu'il y avait des conflits parce que les gens ne voulaient pas les termes que nous voulions mettre dedans. Qu'est-ce qui posait problème du point de vue du syndicaliste? Les employeurs ne voulaient pas un code véritablement qui leur arrache leur pouvoir en tant que tel. Donc vous pensez que le nouveau code de 2015 le nouveau code de 2015
telle qu'on l'avait fait, la mouture qu'on avait faite, finalement, ce n'est même pas elle qui a été sortie, finalement, parce que juste après 2012, il y a eu un autre séminaire qui a eu lieu en 2013, février, du 20 au 21 février, qui a repris pratiquement tout ce qu'on avait fait. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit les inspecteurs de travail, que ce soit les travailleurs eux-mêmes, disent qu'aujourd'hui, ce code-là, il n'est pas complet. Parce que, vous voyez, il a été promulgué, certes, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun décret d'application qui est pris. Pourquoi ils font un décret pour ça, maître? Oui, mais des décrets d'application sur des thèmes précis. Sur des thèmes précis. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est quand même dans du vieux sur du nouveau. Du nouveau. Donc, il n'y a pas de décret d'application jusqu'à présent. Non, on est encore dans l'ancien. C'est-à-dire qu'on a un nouveau de 2015. 2015. Bon, qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est nouveau. Le décret de 96, mais jusque-là, il n'y a pas de décret jusqu'à... Nous, on n'en connaît pas. Il n'y a pas de décret qui est pris encore. Oui. Et donc, il se trouve que ce code, pour nous, on le trouve caduc encore. D'accord. On le trouve caduc. On doit même le reprendre. Ah, carrément. Oui, on doit le reprendre. Bon, à vous entendre, je pense que tous les 5 ans, on aura un nouveau code. Après 5 ans, il n'y a aucun décret. D'accord. Il n'y a aucun décret. Moi, je veux quand même dire que... Déjà, il faut nous expliquer cette affaire de décret, déjà, pour qu'on comprenne. Non, c'est-à-dire que le décret, c'est quoi? Quand on prend une loi, quand on vote une loi, la loi, elle explique de manière générale, elle pose les principes. Maintenant, en particulier, on doit prendre des décrets d'application de cette loi. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, vous avez, excusez-moi, je prends votre code du travail, je vais donner un exemple concret. Vous avez, donc ça, c'est le code du travail, n'est-ce pas, donc de 2015. Et dans ce code, à la suite donc, des différents principes qui sont posés, vous avez ce qu'on appelle la partie réglementaire. Donc c'est la partie qui contient les décrets. Et effectivement, quand vous allez voir par exemple un décret, c'est pour ça que je vous dis non, tout n'a pas été... Il y a des décrets de 96, partie réglementaire, voilà. Donc vous avez par exemple un décret relatif aux conditions de réduction, de suppression des avantages acquis, qui est de 96. Vous voyez? Bon, et ainsi de suite. Vous avez un décret relatif à l'indemnité de licenciement, qui est de 96 aussi. Donc je pense que c'est ce que monsieur veut... Donc aucun décret n'a été pris. Aucun décret n'est pris. Donc pour l'instant, on roule sur l'ancien décret de 96. Non, il y a quelques décrets par rapport aux ratifications quand même de certaines conventions. Vous voyez, à la fin, le décret de 2015 qui ont été pris sur des points peut-être qui ne vous conviennent. Voilà, mais il y a quand même des décrets. C'est pas juste de dire qu'il n'y a aucun décret qui a été pris. Il y a certains décrets qui ont été nous, pris. en ce qui nous concerne... Pour vous, il faut prendre tous les décrets. Non, parce que quand on va à l'inspection du travail, effectivement, c'est sur les décrets qui notifient effectivement comment cette loi doit être appliquée, qui nous intéresse. Si on va dans l'ancien code qu'on avait déjà décrié, qu'on y va pour prendre ces décrets pour venir faire l'application sur le nouveau code, ça pose problème. Vous le savez, les raisons pour lesquelles les décrets n'ont pas encore été pris? On ne sait pas encore, on ne sait pas pourquoi ça tarde depuis, mais depuis 2015 jusqu'en 2021, on devrait avoir eu tous les décrets. Je crois qu'il devrait en avoir autour de 66 quand même à prendre. D'accord. Oui, ça devrait être sur la table, mais au moins 66 qui devraient être pris pour que ce nouveau code soit véritablement celui pour expliquer ce qu'il y a dedans. C'est ça. Si on va dans l'ancien, on est encore... Le nouveau code a quand même apporté certaines précisions pour des situations comme les stages, par exemple. Moi, je pense que ça, c'est quand même des points qu'il faut relever. Parlons des stages. Voilà, parce que pendant longtemps, les employeurs embauchaient en griffe des stagiaires et qui restaient stagiaires pendant des années. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le code de 2015, le stage est encadré. C'est cela. Voilà. Qu'est-ce que le code dit justement? Oui, mais concernant les stages? au niveau des stages, moi, je voudrais dire simplement, je suis d'accord avec vous, c'est une vision holistique des choses. Nous sommes sur le terrain. Nous disons des choses pratiques. Et nous appelons l'attention du gouvernement pour que sur ces questions-là, l'État soit plus regardant. Ce qui est dit dans les textes là, je vous dis, quand vous prenez les textes en Côte d'Ivoire, que ce soit la Constitution, les autres textes, c'est tellement bien fait que vous allez penser même que vous êtes dans l'Eldorado, mais l'application sur le terrain, c'est ça qui pose Quelqu'un problème. disait sur ce plateau que la Côte d'Ivoire, dans les textes, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Mais sur l'application pose problème. Je vous dis, on a des cas. Oui. On a des cas. On parle des stages, c'est vrai, mais des stages, les gens n'appliquent pas les textes en réalité. Et même sur les contrats de travail, on a des exemples aujourd'hui où des CDD sont en fonction depuis 10 ans, 11 ans. On a des cas comme ça. Il y a des gens qui sont journaliers depuis 15 ans, 17 ans. On a des cas précis. D'accord. Donc ça faut dire quoi? Ce que je dis, que les textes ne sont pas respectés. Les textes ne sont pas respectés dans la plupart des cas. Dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas. D'accord. Est-ce que les employés saisissent
aussi l'inspection. On revient à la question de départ. Parce qu'en fait, c'est ça. Si Oui, vous ne non. saisissez pas les... Je vous donne juste un exemple. Oui, mais est-ce que, non, il y a même la pas- question est Vous précise. acceptez Est-ce que les l'inacceptable, employés en fait. font la Parce démarche que c'est ça aussi. qu'il faut? Voilà. Cheikh Ivan, Oui. ce que je vous dis, moi je suis sur le terrain. Oui. Je ne suis vraiment pas dans la théorie. Je vous donne juste un exemple. Bon, on a compris, les choses ne sont pas respectées. Ça, c'est ce que vous avez constaté. Non, je vais juste vous expliquer. Oui. Vous allez dans une entreprise. Vous voyez que les salaires, par exemple, ou bien les statuts des travailleurs ne sont pas du tout bons conformes à la loi. Un journalier, c'est quelqu'un qui vient, on le paye, le jour il s'en va. Un journalier qui devient permanent, qui est là pendant chose, après 2 ans. Oui, mais est-ce qu'il se plaint, l'employé? Non, la mais question. s'il ne se plaint pas, Oui. nous, Faut qu'il syndicats, nous, syndicats, dès l'instant où nous installons un syndicat, dans une entreprise où ça ne se fait pas, on demande à l'employeur de se mettre à jour. Et donc, Oui, mais il n'y effectivement, a pas sur des ces- syndicats dans toutes les entreprises, monsieur. Oui, mais on n'a pas... Qu'est-ce qu'il fait, non, l'employé? on n'a pas- Soit il on- va travailler, ou soit... Oui, il arrête. travaille. Non, on n'a pas dit qu'il ne travaille pas. Il travaille. Mais nous voulons simplement, parce que les inspecteurs qui sont là, ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas faire le tour du monde. Ils ne sont pas nombreux et ils ne sont pas outillés véritablement pour faire ce travail. Outillés dans Donc il y quel a un sens? manque de ressources humaines aussi. Outillés dans quel Il y a sens? un manque de ressources humaines, mais il y a Ok. également un manque de la Compétences? mobilité même et tout ça, et les moyens pour travailler. D'accord. Ça, il n'y a pas. En d'autres termes, vous portez ces cas-là donc devant l'inspection l'inspection. du travail, sauf que l'inspection du travail n'a pas les moyens humains, matériels, pour Je voulais même aller juste sur vous le donner terrain. juste un C'est exemple. ça? Un exemple. Je résume bien ou pas? Oui, c'est ça. D'accord. Je voulais juste donner un exemple. Madame a dit, maître a dit tout à l'heure que quand on convoque un employeur, il est obligé de déférer à la convocation de l'inspection du travail. Sinon, c'est une Sinon- amende de 2 sinon, millions. C'est une amende. Mais vous voyez, on est dans ce cas précis dans une entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là où nous sommes, où des employés ont déposé un préavis de grève, l'inspection envoie, comme on appelle, une convocation à la direction de venir pour discuter. Une fois, la direction ne vient pas, ne donne aucune raison, et l'inspection reconvoque la direction, elle ne vient pas, et une semaine après, elle envoie, comme on appelle, un courrier pour dire non, moi je ne viendrai pas parce que je ne vais pas discuter avec les minoritaires. Donc c'est ça que nous voyons. Et quand vous voyez tout ça, ce sont des éléments qui Est-ce que aujourd'hui... l'entreprise, en attendant, paye? Donc 1 Et million, 1 million? c'est ce que j'allais dire. Ah, Il faut poursuivre, Oui, il faut oui, les on poursuit, condamner. mais je veux dire, vous voyez... Vous dites que vous poursuivez, mais l'inspection du travail en face n'a pas de répondance pour les raisons que vous avez évoquées. L'inspection constate la carence. Oui. Elle ne fait que constater. Et constate la carence et fait suivre le dossier. Oui. Et puis ça continue, mais je veux dire... Mais, alors, excusez-moi, mais vous êtes quelque peu en porte-à-faux à ce que vous dites, parce que vous disiez à l'instant qu'il y a une véritable carence. D'un côté, on demande est-ce que ces employés-là qui sont dans des situations qui sont totalement contraires aux dispositions légales, pourquoi ces personnes ne portent pas plainte? Vous dites qu'en face, non, l'inspection n'a pas les moyens. En même temps, vous dites que l'inspection traite non. Le vrai problème, c'est que généralement, on abuse de la naïveté de ces travailleurs. Vous voyez très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas certainement une certaine culture syndicale. Et ça dépend de la façon dont ils Très bien. conçoivent Donc, les en choses. d'autres termes, celui qui estime qu'il y a un problème, il faut d'abord se tourner vers le syndicat, ensuite l'inspection du travail. Mais il peut, non, pas forcément Ou le Il y a syndicat pas de peut s'en charger. Il peut aller à Directement. l'inspection du Très travail. bien. On vous a compris. Marquons une pause. On va à la pub. D'accord. C'est préférable pour un NCI. À tout de suite. Toujours très bien, on nous rejoint dans la télévision sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a parlé jusque-là de droit du travail. On va baisser un peu la pression, quelque peu, pour parler d'un sujet qui intéresse forcément tout le monde. C'est d'ailleurs le sujet le plus universel possible, c'est l'humour. On a beaucoup de plaisir d'avoir été rejoint entre-temps par une humoriste, est-ce que je peux dire brutale? Non. L'humour Qu'est-ce qui est brut peut-être. sur moi? Il n'y a rien qui est brut. D'accord. Amoutati, la dame de fer, comment ça va? Bienvenue. Merci, ça va très bien. Je suis contente d'être là avec vous. On est content de vous avoir aussi. Bah, écoute, tout le plaisir est pour moi. Donc, D'accord. oui, je suis une acte brute de décoffrage dans le texte, C'est ça. mais sinon, tout est douceur, mon frère. Ça, c'est clair, on l'a constaté d'ailleurs. Bienvenue. Merci. Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 6 jours. 6 jours. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène à Abidjan? Des projets.
3 gros projets. Le projet de la Caravane de la Joie. C'est un festival que je veux faire dans la ville où j'ai grandi, à San Pedro. D'accord. Le projet de Amoutati, la Dame de Fer, que je veux réaliser en film. Et de Lettres à Papa, en court-métrage. Ça fait beaucoup de projets? Mon frère, il faut rêver, hein, c'est ça. Ah la oui, vie. c'est vrai. Ça peut gérer en combien de temps tout ça? Ça peut se gérer si tout va bien, parce que c'est des projets que j'avais mis de côté pendant plusieurs années. Et pendant le confinement, je me suis dit, bon, c'est maintenant qu'il faut y aller, il faut aller sur place pour voir comment ça va se passer. C'est cela. Ça peut se gérer un film, il faut en moyenne 2 ans. Mais le court-métrage, c'est sur de courts thèmes et le festival commence en juin. D'accord. Donc, ça va, c'est possible, tout ça, en moins de 2 ans. Vous avez parlé de San Pedro. C'est là que vous avez découvert le théâtre pour la première fois. Exactement, San Pedro. San Pedro, c'est la ville où j'ai grandi. J'ai passé tout mon parcours scolaire là-bas, C'est cela? de 7 à 18 ans. Oui. Et voilà, coup de cœur. C'est vrai que moi, je suis née au Havre, hein, et à 6 ans, on est rentré au pays avec maman. Et j'ai été fascinée par San Pedro. C'est une ville au bord de la mer. Et c'est là-bas que j'ai eu le coup de cœur pour le théâtre. J'ai fait du théâtre dès l'école primaire, au lycée moderne de San Pedro. Et c'est avec tout ce bagage-là que je suis allée gâter le coup en France. C'est ça. Et justement... Alors, c'est bien d'insister sur la jeunesse, j'ai failli dire l'aspect précoce d'ailleurs du talent, puisqu'à 10 ans, vous remportez un prix, celui de la meilleure comédienne au Mini-Valaitoscope. Exactement, à Trècheville. Trècheville. Donc, j'interprétais le rôle de... Oh là là, moi j'avais des rôles tellement bizarres. Je crois que c'est Maglodidi de L'envol des Tisserands de Paul Akoto-Yao. C'est ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été fascinée quand je suis arrivée au pays. Je me rappelle, il y avait une femme qui faisait des histoires avec son mari. Elle est sortie de la maison. Elle dit, toi là, tu dis quoi? J'ai dit, mais maman, pourquoi elle ne reste pas avec son mari pour discuter? Elle dit, ma fille, on est en Afrique, ici on vit. Ici, on Tout le vit, monde est au voilà. courant. C'est ça. Bref, et du coup, j'ai dit, non, mais quand je vais être plus grande, il va falloir que j'explique cette manière de vivre, ces proverbes imagés. Et j'en ai fait mon métier. Et c'est dur, le métier de comédienne. C'est vrai? très dur. Bah oui, comme tout métier. C'est même utopique par rapport à d'où je viens. Ah, Moi, mais j'ai- de loin, on a l'impression que c'est la chose la plus aisée, tout va bien. Ah bon? Mon frère, montre-moi la personne pour qui c'est bien. Non, c'est dur dans le sens où il n'y a pas beaucoup de rôles, c'est vrai, en Occident. Donc, mais j'ai tout transformé en joie, j'ai tout transformé avec ma vision de la vie. Et j'en ai fait un métier. C'est dur dans le sens où il faut se renouveler, il faut oser proposer des choses. Et moi, ma plus belle force, c'est d'avoir... vu ces proverbes imagés, on ne se rend même pas compte ici, mais les proverbes imagés, tu les mets dans un film en France, mais tu as tout gagné. Comment on arrive à séduire à la fois le public occidental qui a, dit-on, son humour à lui, sa façon de percevoir l'humour, et le public africain qui a aussi ses codes, ses référents? Il faut avoir la vie d'Amoutati. À la vie d'Amoutati. Non, je dirais... Moi, j'ai pas une vie facile, mais comme je dis toujours, l'humour puise sa source dans le drame. Ma mère a été expulsée, donc on est entré en Côte d'Ivoire, et de fil en aiguille, on est arrivé au Bardo, qui est un bidonville, qui était l'un des plus grands bidonvilles de l'Afrique de l'Ouest. Le plus grand. Oui, le plus grand. Et je fais même un spectacle à Moutati, la Dame de Fer, et ça se passe au Bardo. Elle parle de ce coin du Bardo, mais où elle réussit à élever seule ses 6 enfants avec beaucoup de foi, beaucoup de persévérance. Donc, moi, j'ai eu une vie assez compliquée, on va dire, mais ça a été une chance pour moi, dans le sens où toutes ces douleurs, toutes ces blessures intérieures, je les ai transformées en rire. Et comme j'ai grandi en France quand même 6 ans, j'ai pu les observer. Et la seule différence, c'est que j'ai apporté mon grain de sel en observant. C'est surtout en observant. En restant authentique. Et puis, j'ai eu des bases de théâtre et ça, c'est fondamental. Fondamental. À mon époque, c'est pas aussi loin que ça, mais... Ça date d'il y a 50 ans en arrière, mais tout va bien. On va regarder nos extraits de naissance tout de suite. Bref, j'ai participé à plein de concours et au sein du lycée moderne, chaque année, il y avait des nouveaux textes. Feu, monsieur Amani Martin m'a poussé à faire du théâtre parce qu'il disait que j'avais une très bonne diction. Et quand on apprend un Jean-Marie Adiafi avec un L'envol des Tisserands, c'est sûr qu'on a de la matière et on peut jouer partout. Donc franchement, ma base, c'est le théâtre que j'ai fait au lycée moderne de San Pedro. Quand les gens me disent, mais où tu as appris le théâtre? Je dis, mais ici, à San Pedro, vers Sonuco, là-bas. Alors, le premier one-man show, c'est en 2009. Exactement. Amoutati à l'état brut. À l'état brut. Ça raconte l'histoire d'une jeune nana
qui essaie de s'intégrer en France. Alors que mine de rien, je suis née en France, mais moi j'ai tout oublié quand tu as vécu au Bardo. Ouais. Tu oublies tout. Et c'est la nana qui a plein comment dirais, qui est un peu gauche. On lui demande d'amener un tartare, elle demande la cuisson. En fait, il y a une villageoise qui arrive en France. D'accord. Donc j'explique tous mes péripéties, surtout dans le monde du travail, parce que moi je suis toujours en retard. Je me rappelle, on m'avait embauché. Dans la vraie vie? Non, Toujours en non, retard? non, c'est D'accord. fini, c'est fini. Je me suis soignée. Zagragou est sorti de ma vie. OK. Et j'expliquais une fois, j'étais serveuse, parce que c'est un métier, il faut avoir un métier parallèle au début. Et j'ai dit à la fille, bah, écoute, moi, il y a ma soeur, elle n'est pas vue depuis 5 ans, je vais la chercher à l'aéroport. Je devais commencer à 18h. Et je suis arrivée à 21h, mais tranquille comme Tout va une bien, fleur. quoi. J'ai dit, mais c'est normal, je ne l'ai pas vue depuis 5 ans. Et l'Européenne, elle me regardait comme ça, elle nettoyait les verres. Ouais. Et le lendemain, on me convoque chez le directeur. Il me dit, mademoiselle Tatiana, vous êtes une fille adorable, vraiment souriante, mais franchement, on ne ferait pas l'affaire. Et je n'ai pas compris, on m'avait virée. Je ne peux pas imaginer qu'on peut te donner tous les compliments là pour te dire, tu es virée. J'ai dit, virée. merci monsieur, à demain. Sans préavis, sans Ah oui. demande d'explication. C'était en période d'essai. Même là-bas. Et là, ils m'ont virée parce que j'étais en retard de 2 heures. Et là, je me suis dit, Amou, Tati, même si ça fait 20 ans que tu n'as pas vu ta famille, là, il va falloir que tu sois à l'heure. D'accord. Et voilà, et j'explique tous ces petites erreurs qu'on peut faire quand on arrive en France. cela. Mais une fille qui essaie de s'intégrer tant bien que mal dans la société française. Parce qu'il y a Absolument. des codes qu'on n'a pas. Forcément. Ah, c'est Je clair. propose qu'on regarde en fait ce que vous avez fait. Ça s'appelle ici le medley, c'est juste une petite compile hein, D'accord. de quelques-unes de vos apparitions. Des apparitions, il y en a eu pas mal quand même. Je sais qu'il y a une trentaine d'apparitions dans une trentaine trentaine de de films. films, ouais. C'est énorme. On va en parler tout à l'heure. Regardons le medley. Va dormir dehors. Je ne veux pas te voir ici. Dehors. Va dormir dehors! Le poisson, vous l'avez pêché quand? Aujourd'hui, Il est tout frais sorti de l'eau? bien sûr. J'hésite. Là, vous hésiterez moins, vous aviez la carte des vins. Pour les griller. Ok. Pourquoi tu m'as rien dit? Pour la carte. Tu as bien vu que je m'étais trompée de carte, non? Ouais, ouais. C'est ce qui fait ton charme. Mon charme. Mais tu as des foutaises, José. Chez vous, en Belgique, là, c'est un charme de pas savoir lire. Qu'elle fasse sa maligne. Bosser 12 heures par jour pour gagner 1200 francs, si elle pense qu'elle est arrivée. Avec son nœud papillon, on dirait un pingouin. Manger à Tchèque, poisson braisé avec jus de Nyamakuji. Quoi? Jus de Nyamakuji. Tiens, volé ça! Putain, tu crois que tu es roi, mais tu n'es qu'un misérable! Il y a des règles ici, tu dois les respecter! Un petit bâtard comme ça, Namoro Deb, pas bien là! Ta mère, con! Vous volez les idées des autres! Je vais aller voir ta maman tout à l'heure pour qu'elle me soigne. Il paraît que tu as eu un grand rendez-vous avec ce bêta d'Hervé. Décidément, les nouvelles vont vite dans ce quartier. Oh. Tu t'inquiètes pourquoi même? On sait que c'était pour couvrir Bintou. Je sais qu'à Yop City, là, il faut avoir peur de la bouche des gens. Eh aïe! J'avais changé de voie, je voulais m'intégrer. Il va faire comment? Je suis obligée. Je dis, mais non! François, il est fou de la nature! Il veut découvrir de belles choses. Est-ce que tu savais que tu avais un colibri sur ton toit qui te chantait la bédianaise tous les matins? Et oui, avec François, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Ah bon? Tu es devenu touriste dans ton propre pays! Amou Tati, meilleure actrice au cinéma, au Festival du cinéma de Montréal, justement, qui nous fait la gentillesse ce soir d'être avec nous dans la télé d'ici. On essaie donc de refaire un peu sa biographie, de comprendre qui elle est, d'où elle est partie, et puis où est-ce qu'elle compte aller. Lindsay? Vous préférez être sur scène ou devant la caméra? Je vais sortir de la question, je vais être maintenant derrière la caméra. D'accord. Parce que je veux réaliser. Mais pour moi, la scène et devant la caméra sont complémentaires. Ok. Donc, j'aime les C'est- deux. Entre les deux, mon cœur balance. Et maintenant, il y a aussi derrière la caméra. Exactement derrière la caméra en tant que réalisatrice. Mais votre premier amour, c'est quand même la scène, le théâtre. Bien sûr. Il reste mon éternel amour. Et heureusement que j'ai fait du théâtre, sinon je ne serais pas une comédienne. Ni devant, ni derrière, ni... Où on va? Franchement, Non, on va- la caméra, je parle de la caméra, compris. bien évidemment. C'est l'anniversaire de Lindsay aujourd'hui. Oh, arrêtez, merci beaucoup. Amou Tati, ça vient d'où?
C'est un mon Tati. C'est le petit nom de Tati. En BT, c'est un mon, c'est moi Ouais. Tati. Et D'accord. quand je faisais beaucoup de bêtises, je disais toujours un mon Tati pour dire c'est moi. Et c'est le côté, on va dire, villageois. C'est ça, Voilà, ça fait partie de moi aussi. Hein. c'est ça. En 2015, vous aviez un projet de fiction sur les femmes africaines. En effet. C'est votre projet de fiction dont vous avez parlé tout à l'heure. Exactement. J'ai eu un coup de cœur pour la marche de Grand Bassam, parce que dans mon spectacle, souvent, je cite le nom de héros africains comme Thomas Sankara, Lumumba, etc. Et il y en a qui disent, mais c'est fou, hein, tu dis même pas le nom d'une femme. Il y a série Marie Corée quand même sur les billets. Et là, je fais une recherche. Et de fil en aiguille, on découvre que ma grand-mère était parentée avec elle. Et je dis, waouh, pourquoi ne pas parler de ce genre de femmes qui ont fait un combat énorme, un 24 décembre 1949, et qui ont poussé carrément à avoir une indépendance. Donc, bon, c'est pas facile de monter un si gros projet. Et décidément, j'ai décidé de le faire avec la série de Amoutati, la Dame de Fer. Donc, parallèlement, on parlera de cette femme qui a créé tout ce qui est à l'Ocodrome. Il y a un épisode dessus. C'est ça. Parce que la Dame de Fer, je veux le faire en série. Voilà, une femme qui quitte de France avec ses enfants, et ils arrivent dans un bidonville et ils arrivent à se débrouiller. En 2016, vous obtenez du président de la République, Alassane Ouattara, le prix d'excellence pour votre contribution au rayonnement de la culture au plan national et international. Comment vous l'avez vécu, cet Je épisode? pensais que c'était une blague, je pensais que c'était ma sœur qui m'appelait. J'ai dit, si, je n'ai pas le temps. C'est vrai? Ah oui, mais parce que j'ai Comment dit ça s'est passé? On vous a appelé? Téléphone? On m'a appelé, on m'a dit oui, en effet, je me rappelle, j'étais pas loin de l'église et tout. Oui, effectivement, vous êtes prise pour avoir le prix d'excellence, il va falloir que vous envoyiez tous vos papiers d'ici. C'est bon, change de disque. et il a insisté, je me suis sentie très bête à un moment. Ouais. Mais c'était très, 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 très émouvant. Je me rappelle, j'étais en face de la poste et je craquais parce que ma mère est décédée et je sais qu'elle aurait été tellement fière que sa petite dernière, sa 4e esprit. Donc c'était... Ouais, jusqu'à maintenant, des fois, je ne réalise pas. Donc oui, c'était un moment très fort et très émouvant, parce que c'est grâce au spectacle de la Dame de Fer que j'ai eu la plupart de tous ces prix, la plupart de tous ces films. C'est pour dépasser un deuil difficile que j'ai écrit Amoutati, la Dame de Fer, parce que ma mère est morte à 56 ans et que pour moi, c'était... c'est pour elle que je suis allée me battre en France, quoi. Donc, arriver à avoir un prix, et en parlant d'elle, donc j'ai rendu hommage à ma mère, et puis merci encore pour ce prix au président, parce que c'est... Absolument. Félicitations en tout cas pour cette énième distinction. C'est le cas de le dire. Alors, c'est un peu inimaginable de recevoir Amoutati sans parler de Madame Zouzoua. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Madame Zouzoua, j'adore ce personnage. Ah ouais, il a énormément marché. Ouais. Oui, on est parti un peu en freestyle avec Maman sur le plateau. Mais comme on n'a pas rigolé à la fin, les gens sont tombés dessus, mais à fond. Et je disais, on s'est humilié. C'était tellement bien joué, en fait. En gros, je plante le décor. C'est un ministre de la République fictive du Gondwana et en face, donc, une citoyenne, justement, du Gondwana. Et le ministre qui se plaît donc à dire, mais nous avons les statistiques en notre faveur. Nous sommes un pays, un pays développé pratiquement. On n'a rien envie aux États-Unis. Tous les voyants sont ouverts. Et en face, une citoyenne qui est totalement remontée, qui lui dit, mais qu'est-ce que vous racontez? On ne vit pas sur la même planète, apparemment. En regardant justement cet extrait, c'était sur le plateau de notre confrère Robert Braza. Nous avons construit plus de 3 650 000 logements sociaux. Pour une population... Il parle de quoi, là, toi? Il parle de quoi? Vous parlez de quoi, monsieur le ministre? Je n'ai pas fini. Vous parlez de quelle émergence? C'est vous seul qui émergez. Le Gondwana est un pays émergent, n'en déplaise à des gens comme vous. C'est lui seul qui l'héberge. Depuis 1920, monsieur, même Petit Simon, vous n'avez pas fait dans notre quartier. Nous, on est du quartier Kouachako. Vous savez pourquoi on nous appelle comme ça? Dans le quartier là où je vis, monsieur, la pluie emporte Kawé avec botte pour aller se laver. On n'a pas l'argent, il n'y a pas courant. Courant se coupe tous les 5 minutes. Comment on va parler de split? Mais c'est les foutaises, ça. Kanougba, c'est suppositoire africain. On nous interdit d'avoir le Kanougba, on ne peut plus rien acheter. Le médecin, le dentiste, ils te vendent tes propres dents. On n'a plus d'argent, monsieur le Gondwanais, enfin. Tout ce que vous dites là, c'est zéro. Je mange 5 fruits par jour, monsieur. Dans ma sauce gombo, il y a aubergine, il y a tomate, il y a ail, et puis il y a oignon. Je mets 5 légumes par jour, mais je ne me suis pas soigné. Il est malade, il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête. On dit qu'on n'a pas l'argent, comment on va payer 4 bleus? Les fêtes n'auront pas lieu, monsieur. Pourquoi? Nous sommes pauvres et malheureux. Qui décide? C'est le gouvernement qui décide. Le gouvernement ne nous donne même pas la voix à parler. Tais-toi. Nous sommes... Tais-toi. Tu m'emmerdes, chien. Oh là 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 là, le débat prend vraiment une autre tournure. La révolution, on n'a qu'à détruire le Gondwana.
Je comprends maintenant le qualificatif de brut. Je n'avais pas saisi au début. Je comprends. Non, je suis déconcerté par la facilité avec laquelle le chien est sorti. Non, on a une oreillette comme tout mais c'est génial. Et on a fait un truc, bon, on a bossé un tout petit peu, mais on ne savait pas qu'il allait avoir autant de retombées. Moi, ma cousine, attends, elle me connaît bien, elle me dit, Tati, tu as bien cité le gossier, mais il faut laisser la politique. Je dis, mais tu sais que je suis comédienne, quel est le problème? Et non, mais c'est ça, Madame Zizi, Madame Zaza, mon fils me dit à chaque fois, au moment arrête, tout le monde m'appelle l'enfant de Madame Zizi. Bon, bref, mais ça reste, ça reste frais. Je trouve que c'est un grand moment de télévision, ça. Pareil. Ah oui, non, c'est d'une réussite indiscutable. C'est dans le monde entier, même il est traduit en chinois. Ah, c'est vrai? Les gens ont tellement cru, et c'est là où on se pose des questions à se dire, est-ce qu'un comédien noir a de la légitimité quand il joue bien? C'est bizarre, parce qu'ils pensent tous à 100% que c'est une histoire vraie. C'est ça. Même les Français à fond, hein. Donc, bon, écoutez, tant mieux, si j'ai du talent, c'est pas mauvais, on est rentré dans l'histoire. Mais les gens ont eu un gros doute en disant, c'est comme ça se passe. Qui est fou pour parler comme ça? Ah oui, ça c'est clair. Une trentaine d'apparitions. Quel est le rôle que vous pensez refléter le mieux votre talent? Dambé la tête haute, pour lequel j'ai eu le prix de la meilleure comédienne à 2014. 2014 au Canada. Pourquoi? Parce que l'histoire ressemble beaucoup à celle de ma petite maman. Et je la perdais 2 ans avant. Donc c'était l'histoire d'une mère qui se battait pour que justice soit faite. Son mari avait été brûlé dans un incident. Et le fait qu'il soit noir et sans papier, on ne les avait pas indemnisés. Donc c'est le combat d'une famille lettrée, analphabète, qui s'est battue pour qu'elle gagne un procès. Et donc j'ai pensé à ma mère, parce qu'elle est toute seule en France. On lui demande de rentrer en Afrique, elle dit elle ne veut pas. Je reste avec mes enfants pour qu'ils aient la chance de faire des études. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ma mère, qui s'est battue avec pas grand-chose, mais qui s'est battue contre tous. Contre la France pour rester. Et après, quand elle est rentrée, c'était difficile parce qu'on lui reprochait d'avoir été, de s'être éloignée de la famille, mais elle avait 4 enfants. Bref, toute cette pression familiale. Et donc, j'ai vraiment pensé à ma petite maman, de cette petite femme qui avait même pas 1m62, mais qui a fait un travail. Et ça a bien marché. Tant mieux. Avec justement ce prix. Encore une fois, félicitations. Alors, on va passer à... On va se tourner vers l'INSEE. Dans cette émission, il y a ce qu'on appelle le kiff du jour. En gros, l'INSEE, elle a un regard plutôt panoramique. Elle regarde des choses d'ici, d'ailleurs, des choses intéressantes sur Internet. Et elle nous sort comme ça tous les jours des sortes de perles. Jingle, et on en parle juste après. Et aujourd'hui, je vous parle de cette vidéo qui fait le tour du monde, le tour du web. Aujourd'hui, direction le Nigeria, et je vous parle d'Amina Tidress, une championne de taekwondo. Mais ce n'est pas une championne de taekwondo comme les autres. On regarde la vidéo et on en parle juste après. Donc, comme on peut le voir, elle est enceinte de 8 mois et donc c'est une championne de taekwondo. La performance est à la fois insolite et hors du commun. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de participer à la compétition, elle a bien évidemment demandé l'avis à son médecin. D'accord, très bien. Elle a accouché vite. Ça c'est clair. Merci l'INSEE pour ce kiff du jour. Alors, maître, pour une femme enceinte qui... que dit la loi, que dit le droit du travail sur... Quel texte encadre justement la femme enceinte dans le cadre du travail? Le Code du travail. Oui. Le Code du travail. D'accord. Qui dit qu'on ne peut pas licencier une femme enceinte. Ok, c'est assez clair. Ça, c'est clair. D'accord. Quelle que soit la nature de son contrat? Oui. Ah bon? D'accord. Et elle doit revenir combien de temps après l'accouchement? C'est 14 semaines, oui. 14 semaines. S'il n'y a pas de complications, si l'enfant est bien portant, voilà. Elle part combien de temps avant l'accouchement? 12 semaines, je crois bien. 12 semaines. Bon, c'est un peu loin pour moi. Ouais. Mais voilà, je crois que c'était 12 semaines. Oui, 12 semaines avant et 14 semaines après. OK. À Moutati, en fait, on a des spécialistes du droit du travail. Bah oui, ça m'arrange. J'ai pris les infos, là. Ah, pourquoi? Non, pour savoir le 15e enfant, il arrive quand? Le 15e, non, j'en ai que 2, excuse-moi. Ah, okay, bon.
Non, mais c'est intéressant de savoir tout ça. Bon, Il reste 13, quoi. Moi, je voulais savoir concernant le secteur informel ne peut pas donc recourir à l'inspection du travail ni au tribunal du travail. Non, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de rendre le secteur informel formel. Voilà. C'est ce travail qui est en train d'être fait parce que si on dit l'informel, ça veut dire qu'il n'est même pas constitué. Donc on cherche d'abord à les constituer, à les rendre plus formels avant de pouvoir peut-être les codifier véritablement. Donc le travail, en accord même avec les institutions internationales et tout ça, de vraiment travailler sur le secteur informel parce qu'il est beaucoup prometteur. Et dans nos pays sous-développés, effectivement, l'informel occupe à peu près plus de 75%. C'est cela. Oui. Mais je pense quand même qu'il faut préciser qu'un contrat de travail peut être verbal. Voilà, peut-être verbal. Donc, dans ce secteur informel, je pense que c'est souvent le cas. Et s'il y a des difficultés, s'il y a des litiges, vous apportez la preuve du contrat de travail, de l'existence du contrat de travail par tout moyen. Voilà, ça peut être un reçu qu'on vous a remis pour justifier de votre salaire à la fin du mois. Ça peut être tout moyen de preuve pour dire qu'il y avait contrat de travail. Et à ce moment-là, sur cette base-là, vous pouvez saisir les juridictions. Évariste Zegoukoudou, merci d'être passé par la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes syndicaliste et vous avez donc défendu les employés. Maître Francine Akangui, qui est membre donc, de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et qui nous a éclairé donc, sur les dispositions légales en la matière. Merci d'être passé par la télé d'ici. Amoutati, merci d'être passé. Amoutati qui sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici pour un petit sketch qui ne sera pas brutal ou pas. Il sera brutal ou pas? Je ne sais pas, mon ami, on va se débrouiller. On verra, ça sera en mode Zouzoua ou Amoutati. Mais bon, comme moi c'est du théâtre, c'est un peu plus long, mais je serai peut-être la dame de fer. D'accord, on verra bien. D'accord, c'est la petite surprise de tout à l'heure. Merci Lindsay, encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Merci. C'est un petit bélier. Ensuite, il est né le 16. Exactement, bélier, c'est ça, bélier. On n'oubliera pas évidemment donc de remercier le public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. C'est vrai. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. Juste après la pub, Amoutati sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici, consacrée en première partie au droit du travail et secondairement à une comédienne qui fait forcément parler d'elle. C'est plus d'une trentaine d'apparitions dans des productions cinématographiques et théâtrales. C'est Amoutati, la dame de fer, qui ce soir est live sur la scène de la télé d'ici. Prix d'excellence 2016 des arts vivants décerné par le président Alassane Ouattara. Merci de l'accueillir live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Vous avez envie de rire? On dit oui. Eh bien, vous allez pleurer. Bon. Mon mari François, j'ai rencontré mon mari François qui est de l'Est de la France à San Pedro. Le jour, il m'a rencontré, il m'a posé une petite question, mais je n'ai pas bien compris la question. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Il n'a pas il n'a pas demandé mon prénom. Il dit, bon, moi, j'aime la marche à pied, et j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. J'ai dit, oh, chérie Coco. Il n'y a pas de problème. Si c'est marcher, il n'y a pas de problème. De toute façon, quand j'étais plus jeune, je marchais des kilomètres pour aller à l'école ou même pour aller puiser de l'eau. Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Zeba, je ne savais pas de quelle qualité de marche François me parlait. François me parlait d'une marche qu'on appelle la randonnée. Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi? Loisir. Ça là, c'est un loisir. Nous, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait exister. Moi, je pensais que les loisirs, c'était pour se détendre l'esprit et le corps. Tu es assis à la plage, avec un petit cocktail, toujours sous un palmier, jamais bronzé. Parce que Dieu nous a tout donné à la naissance, n'est-ce pas? De temps en temps, tu vas dans l'eau, tu trempes tes pieds dans l'eau. Si tu es un peu courageux, tu laves ton visage. Un vrai Africain, il nage jamais. Mais qui est fou? Tu vas le faire quoi dans l'eau? Nous, on s'en fout de la mer. On ne sait pas nager, et puis quoi? On aime trop la vie, on n'est pas des poissons. De toute façon, quand j'étais avec François, il m'a dit, Tati, suis-moi. Donc, à Moutati, sous le soleil d'Abidjan, à 30 degrés, j'ai commencé à marcher à travers les villes et les villages. San Pedro, Sassandra, Soubré, Gagnoua, Daloua, Zoukoube, Man, Issia. À cause de la chaleur, il a eu pitié de moi, le blanc là. Il m'a acheté un casque blanc, un short blanc et des chaussettes blanches.
Il m'a dit, Tati, tu vas voir, ça fait du bien aux poumons, ça aère. Respire et ouvre tes narines. J'ai dit, je n'ai pas besoin, mon nez est déjà gros comme ça. Ma mère a entendu parler de ça. Elle m'a dit, Amou Tati, Guy, viens, je vais te parler. Pardon, ma fille, il faut mettre l'argent. On va faire tes funérailles. Tu connais funérailles BT. C'est plus cher que la naissance d'un nouveau-né. Qu'est-ce que tu fais avec le monsieur, là? J'avais changé de voix parce que je voulais m'intégrer. J'ai dit, mais non, François, il est fou de la nature. Est-ce que tu savais que tu avais un coquelicot au-dessus de ton toit qui te chantait l'abidjanaise et l'île à l'amour tous les matins? Elle dit, ma fille, c'est le coq que tu confonds avec coquelicot. Le coq, lui, c'est un travailleur. Hein? Je dis, maman, arrête. Avec François, j'apprécie. Avec François, je découvre. Je vais marcher jusqu'à Mont. Je vais découvrir les montagnes parce que je le veux bien, maman. Ma fille, tu es devenue un touriste dans ton propre pays. Tes copines qui sont avec des Ivoiriens, même des Européens, elles sont toutes véhiculées. Il y en a même qui prennent des jets pour aller acheter du pain. Toi, tu marches comme ça, ma fille. De toi à moi, tu as besoin de sport. Mais tu es déjà musclé comme ça, Moutati. Tu es trapu depuis la naissance. À 4 ans, on t'appelait Mike Tyson. Tu es petite. On dirait les tortues ninja. Voilà tes mollets, on dirait le coq de France qui ne marque jamais. Si vous voulez marcher, allez marcher ailleurs, ne marchez plus ici. Ton François, tu suis, on dirait un crabe poilu qui a eu mal au ventre. Il va te faire marcher d'Abidjan jusqu'à Paris. Tu vas mourir à Dakar. Et puis ils vont te rapatrier ici à Abidjan. Tu vas mourir 2 fois, avec les yeux ouverts. Parce que tu ne sauras toujours pas pourquoi tu marches avec le monsieur. Je n'ai pas écouté ma mère, j'ai continué à suivre mon chéri François. Un après-midi, mon chéri Coco François m'a dit, ma tendre, ce soir, on va dormir à la Belle Étoile. J'ai dit, oh, c'est le nom de quel hôtel? La Belle Étoile, c'est la forêt de Ouagayo, où il y a tous les serpents de la planète. J'ai dit, oh Seigneur, il faut me protéger. Je suis en train de suivre le monsieur là, je veux m'en sortir, miséricorde. Il y a une vieille femme bêtée de 92 ans qui nous a vus dans la forêt, à 22h, maman Road. Ouah. Mani. Vous faites quoi dans la forêt, là? La vieille, François et moi, nous voulons faire un avec la nature, en fait. Ah. C'est pas ta maman qui vend les aubergines au marché. C'est toi qui dors dans la forêt. Ah. Bon, si tu vas, je salue ta maman, hein. Si tu es encore en vie. Ouf. Oh. Les enfants d'aujourd'hui, ils deviennent sorciers vite, hein? Après, ils vont nous accuser. En plus, c'est là avec un blanc. Et si les blancs sont tombés dans la sorcellerie, on est tous morts. Et je n'ai pas écouté cette dame, j'ai continué à suivre François. Et finalement, François m'a épousée, nous sommes venus en France. J'ai dit, waouh, j'ai gagné, je suis à Paris. Mais je n'avais pas gagné du tout. Il a recommencé à la marche en France, là-bas. Tous les matins, Doudou, bonnet, écharpe, il m'a dit, Tati, tu vas voir, ça fait du bien au poumon, ça aère, suis-moi. Donc, on peut marcher 3 heures pour aller découvrir un petit ruisseau. Quand il est devant le ruisseau, il dit, oh là là, mais c'est beau, c'est magnifique. J'ai dit, ah, c'est joli, c'est joli. Ça coule, hein, ça coule. L'eau est claire, il n'y a pas de poissons, mais il y a des cailloux. Parfois, pendant des heures et des heures, assis sur un tronc d'arbre, on écoute le bruit des oiseaux. C'est qui chante? Ah, mais François, ce sont des oiseaux. Qui va chanter avec nous ici? On est 2. Oh, tu sais toujours pas faire la différence entre un pinson et une alouette. Ah, comme il fait froid, peut-être il y a un qui a mal à la gauche. Ah. Et au bout de plusieurs années, je me suis perdue avec François une fois en forêt. Et il a dit, oh là là, on est encore perdus. Là, j'ai repris mon accent ivoirien. Il dit, François, chéri Coco, excuse-moi beaucoup, hein. Tu vas beaucoup m'excuser, mais je ne marche plus avec toi. Je n'aime pas la marche, ça m'épuise. Je t'aime beaucoup, mais je me préfère. Merci. C'est un tout petit extrait. L'excellent Amou Tati, l'authentique Amou Tati, merci de l'applaudir. Bah, je vous en prie. Good job. C'est pas dans le spectacle, mais bon, on fait un petit truc.